Avant-propos. Dans un Burkina post-insurrectionnel où tous les citoyens exigent que désormais plus rien ne soit comme avant, quel regard peut-on porter sur les 100 jours du nouveau régime? C'est à cette question que répond ici l'opposition politique regroupée autour du chef de file de l'opposition. On ne juge pas un mandat de 5 ans sur une action de 100 jours, mais c'est une tradition politique que d'ausculter à la loupe les faits et gestes de tout nouveau pouvoir pendant les 100 premiers jours. Parce que c'est par les déclarations qu'il fait, par les idées neuves qu'il avance, par les premières décisions qu'il prend ou ne prend pas, par les gens qu'il nomme, bref, par la manière dont il s'installe, qu'on voit s'il est bien préparé à sa nouvelle mission, s'il sait où il va et ce qu'on peut attendre de lui. De ce point de vue, le jugement de l'opposition est sans appel. Le MPP s'est très bien préparé à conquérir le pouvoir d'État, mais il ne s'est pas préparé à le gérer. Occupé à se partager les quotas d'un gouvernement qui a de fortes senteurs de patrimonialisation, les nouveaux dirigeants n'ont pas donné de cap à leur action ni réfléchi à un chronogramme des premières mesures à prendre. D'où ces lenteurs et flottements que l'opinion dénonce. Cela est surprenant parce que les 3 principaux leaders du MPP ont chacun 3 décennies de gestion du pouvoir. En attendant les critiques acerbes sur son inaction, le régime s'est mis à faire des annonces populistes tous azimuts, en ciblant les domaines sensibles à l'opinion, santé, emploi, etc., même quand il sait très bien qu'elles ne sont pas réalisables. Son souci, c'est l'effet politique. N'ayant pas d'idées neuves, il est allé puiser au réservoir de l'ancien régime dont il fut acteur, en recyclant de vieilles recettes ou en prolongeant des actions déjà programmées. Par exemple, ce qu'on nous annonce pompeusement comme étant un programme présidentiel d'urgence n'est rien d'autre que la tranche annuelle 2015-2016, c'est selon le programme adopté et commencé sous le régime de Blaise Compaoré. C'est partant de tous ces constats que l'opposition parle d'hésitation et de tâtonnement. Les Burkinabés attendaient de voir durant les 100 premiers jours au moins les prémices d'un vrai changement. Ils sont déçus. Les ténors du nouveau Front républicain qui vient de se mettre en place, baptisé AMP-FP, sont obligés, bien entendu, de dire que ces 100 premiers jours sont une merveille, même si en privé ils sont tous plus critiques que l'opposition. Ils demandent à leur chef d'être serein. L'opposition et les Burkinabés lui demandent de se mettre au travail, et vite, parce que ça urge. Introduction. Ce mémorandum sur les 100 premiers jours du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré fait une analyse des décisions majeures du pouvoir durant cette période et leur impact sur la vie des Burkinabés. Dans un premier temps, la réflexion est centrée sur l'autopsie du nouveau pouvoir. Il conviendrait plutôt de parler d'ancien nouveau régime. En revenant sous un autre manteau, les dirigeants actuels de notre pays sont dans la posture difficile de ceux qui veulent faire du neuf avec du vieux. Ils s'appuient sur une majorité parlementaire réunie autour d'intérêts opportunistes et de peu de conviction, sur les mêmes forces sociales qui constituaient le socle du régime de fin et sur une cohorte d'OSC née au lendemain de l'insurrection et dont le palmarès sous la transition était fortement critiqué par les Burkinabés. La mise en place poussive du gouvernement a sémé la discorde au sein du MPP, laquelle discorde s'ajoute à une fracture idéologique béante entre les 2 ailes du parti. Enfin, non seulement le nouveau gouvernement mis en place brille par son manque d'éclat, mais il cherche à masquer son désarroi en faisant de la transition le bouc émissaire de ses difficultés. Dans un second temps, le mémorandum fait une analyse sectorielle. Il passe en revue secteur après secteur les premières décisions du gouvernement dans les domaines clés, justice et lutte contre l'impunité, sécurité, économie, emploi, santé, éducation, accès à l'eau potable, mines et énergie. Les premiers pas de cet ancien nouveau pouvoir tracent déjà une perspective qui autorise une analyse critique et une extrapolation sur la confiance qu'on peut ou non lui accorder pour résoudre les problèmes des Burkinabés. Autopsie du nouveau pouvoir. L'élection de Roch-Marc Christian Kaboré a
consacré l'arrivée à la tête du Burkina Faso d'un nouveau ancien pouvoir soutenu à l'Assemblée nationale par une majorité parlementaire où cohabitent des contraires. Déjà par le discours qu'il tient, par les actes qu'il pose, par les décisions qu'il prend ou ne prend pas, et par la manière dont il s'installe, ce pouvoir dévoile des caractéristiques qui ne rassurent pas. La tentative désespérée de faire du neuf avec du vieux. Ce nouveau régime repose sur trois personnalités. Ce sont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, et le ministre d'État Simon Compaoré, puis produit du système de Blaise Compaoré, auprès de qui ils ont joué les apprentis sorciers presque pendant 3 décennies. Autour d'eux, le MPP s'est constitué en recrutant tout simplement et massivement les cadres administratifs et politiques qui ont animé le CDP et le pouvoir d'État sous l'ancien régime. En changeant de camp, ceux-ci ont emporté avec eux toutes les mauvaises pratiques qui avaient été tant décriées. C'est avec ce personnel politico-administratif ancien que les ténors du MPP prétendent faire du neuf avec du vieux. On voit déjà les marques de ce personnel dans la politisation rampante de l'administration qui vient de recommencer. L'appartenance à un parti de la majorité, de préférence au MPP, est devenu le critère principal de nomination. De toute évidence, c'est sous leur pression que le gouvernement a décidé d'instituer les postes de secrétaires généraux adjoints, dont on se demande l'utilité dans un contexte budgétaire difficile et au moment où le maître mot dans l'administration est la simplification. Pour composer sa base sociale, le nouveau pouvoir n'a pas cherché loin. Il a ramené à lui les mêmes forces sociales qui constituaient le socle de l'ancien régime. Les opérateurs économiques autrefois abonnés à la FEDABC qui se sont investis dans la campagne du MPP et qui attendent les retombées de leur placement. Certains chefs coutumiers incapables d'évoluer en dehors des cercles du pouvoir dont ils sont en permanence les agents électoraux patentés. Des leaders d'opinion et autres rabatteurs de bétail électoral qui ont fait fortune sous la 4e République. À cet appui classique s'ajoute celui de certaines organisations opportunistes de la société civile dont l'écrasante majorité est née après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 qui s'était constituée en bouclier de la transition et qui monnaient maintenant leur appui au nouveau venu. Tout le problème de ce nouveau régime est là. Muni d'un tel attelage, ce nouveau ancien pouvoir ne pourra jamais apporter dans ce pays une nouvelle gouvernance. Se sachant observer à la loupe, gênés par le passé qui leur colle à la peau, décidés à montrer qu'ils sont vraiment différents du régime qu'ils ont quitté il y a si peu de temps, les nouveaux dirigeants tombent dans la fuite en avant, annoncent des mesures soit démagogiques, soit insuffisamment préparées et prennent des décisions dont il n'est pas difficile de démontrer qu'elles ne sont rien d'autre que le recyclage de mesures que Blaise Compaoré avait lui-même essayé. Une majorité plus d'intérêt que de conviction. Pour avoir la majorité parlementaire dont il ne dispose pas à lui tout seul, le MPP s'est entouré de partis politiques de l'ancienne opposition, regroupés en son temps autour du chef de file de l'opposition. Ce sont l'UNU-PS, le PARA, le PDS-METRA, le RDS, le MDA, le FASO autrement. L'attitude de ces partis politiques repose plus sur les calculs opportunistes que sur une quelconque conviction politique. Ces partis étaient à l'opposition quand les animateurs actuels du MPP dirigeaient le pays aux côtés de Blaise Compaoré. En principe, ils étaient censés combattre la gouvernance de ceux qu'ils ont rejoints aujourd'hui. Le cas le plus emblématique est sans doute celui de l'UNU-PS, parti qui se réclame d'obéissance sankariste. Ce parti avait fondé son opposition radicale au régime de Blaise Compaoré sur la question de l'assassinat de Thomas Sankara. Il a été virulent avec lui. Or, il se trouve que les principaux dirigeants actuels du MPP étaient depuis cette époque à la manœuvre. Ils appartenaient à des chapelles idéologiques qui ont comploté pour renverser Thomas Sankara et tous n'ont eu aucune gêne à enjamber son cadavre pour servir avec zèle le mouvement de rectification. Où est donc la défense du sankarisme dans une telle collusion? Parce qu'elle est d'abord et avant tout une association d'intérêts bassement matériels, cette majorité est fragile et se délitera à la moindre difficulté sérieuse. Une mise en place possible du gouvernement. Élu le 29 novembre 2015,
le président Roch-Marc Christian Kaboré a été investi un mois plus tard, soit le 29 décembre 2015. Il a donc eu un mois entier pour penser à l'équipe gouvernementale qu'il devait mettre en place et aux premières mesures urgentes qu'il devait prendre. Le temps mis à désigner le Premier ministre et à former le gouvernement, surtout la cacophonie qui a entouré ces choix, est quelque chose d'inédit sous la 4e République. La même lenteur s'est aussi déportée au niveau du fonctionnement des ministères. Installé en janvier, le gouvernement annonce gaillardement de la bouche même de son porte-parole qui commencerait à travailler à compter du 1er mars 2016. Que diable faisait-il jusque-là? Le MPP s'est toujours vanté d'être un parti où militent des cadres d'expérience, fins connaisseurs des dossiers et rompus aux arcanes administratives. Le candidat Roch-Marc Christian Kaboré nous avait vendu la promesse d'un gouvernement de compétences apte à relancer la machine dès le lendemain de l'élection. Or, le casting gouvernemental qui a été servi brille surtout par le peu d'éclat et l'amateurisme des nouveaux promus. Sans compter que dans la formation de ce gouvernement, on a oublié de donner leur chance aux femmes et aux jeunes, compétents et intègres, qui sont légion dans ce pays et qui ne demandent qu'à servir. Conséquence de cette léthargie gouvernementale, l'agenda législatif de l'Assemblée nationale est désespérément vide. La seule loi d'envergure que la présente session va examiner, c'est la loi de finances rectificative. Si on en est là, c'est parce que ce gouvernement a été formé selon un procédé particulier qui a d'ailleurs engendré une grogne au sein du parti au pouvoir et semé une discorde au sommet de l'État. Merci bien à mon prédécesseur, M. Tourman. Je m'en vais terminer la partie sur l'autopsie du nouveau pouvoir en abordant le point sur la discorde et les divergences idéologiques. La formation du gouvernement a donné lieu à un partage entre les trois grands du MPP, chacun faisant la promotion des cadres qui lui sont proches sur les plans politiques, amical et familial. Cette manière de faire a frustré beaucoup de cadres au sein du MPP qui se voyaient comme le vivier naturel dans lequel on puiserait les ministres. Il s'en est suivi une grogne qui se fait encore entendre au sein du parti. Mais plus grave, cette manière de faire a surtout créé un gouvernement dont les membres échappent totalement à l'autorité du Premier ministre, chacun se sentant d'abord redevable vis-à-vis du grand qui l'a fait monter. Plus fondamentalement, on observe une fracture idéologique au sein du pouvoir, doublée d'une nouvelle escroquerie idéologique. D'entrée de jeu, l'opposition affirme ici que la question du développement du Burkina Faso n'est pas qu'une question d'idéologie. Cela dit, elle se doit de prendre nos nouveaux gouvernants au mot, eux qui ne manquent pas une occasion pour célébrer leur appartenance à la gauche et à pourfendre le libéralisme. C'est leur droit de se réclamer de telle ou de telle idéologie, mais ils doivent être cohérents avec leur discours. Or, l'opposition constate une grande incohérence. Le Burkina Faso est membre du FMI et de la Banque mondiale, reconnu par tout le monde comme les auteurs des politiques néolibérales. Leurs représentants viennent de rendre visite à notre pays. Dans un premier temps, le Fonds monétaire international va accorder au Burkina Faso un prêt de 15 milliards de francs CFA en juin 2016, dans bientôt 2 mois et demi, puis un autre prêt de 5 milliards de francs CFA en décembre 2016. En clair, le gouvernement de gauche, qui pourfend à tout vent le libéralisme chaque jour que Dieu fait, va continuer à prendre de l'argent au FMI, la source intarissable du néolibéralisme, où se conçoivent les programmes d'ajustement structurel. Quelle hypocrisie! Ensuite, le projet de loi rectificative des finances adopté par le gouvernement comporte un déficit de près de 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA. Comment sera-t-il financé? Par des emprunts naturellement, auprès des partenaires au développement, auprès de la Banque mondiale et du FMI, et par l'émission d'emprunts obligataires sur les marchés financiers. Un emprunt vient d'ailleurs d'être lancé. Bref, par ces mesures qui sont la quintessence même du néolibéralisme. En rappelant tous ces faits, l'opposition veut seulement pointer du doigt l'escroquerie intellectuelle qui transparaît dans certains discours officiels. Là où la question devient problématique, c'est que l'on sent une nette fracture entre deux lignes idéologiques au sein du pouvoir.
D'un côté, une ligne socio-libérale manifeste dans les discours et décisions du gouvernement, et de l'autre, une ligne socio-populiste incarnée par le président de l'Assemblée nationale. Les propos tenus par ce dernier lors de l'ouverture de la session parlementaire sonnaient comme un avertissement au gouvernement, comme s'il le soupçonnait de ne pas mettre en œuvre la politique à laquelle lui, il croit. On voit déjà ces frictions dans les déclarations de certaines OSC, instrumentalisées par chacune des ailes du parti. Le point 1.5 sur la transition comme bouc émissaire. Incapable de proposer des solutions rapides aux problèmes des Burkinabés, le nouveau pouvoir a choisi la technique du bouc émissaire en indexant la transition qui l'accuse de tous les maux. L'opposition politique ne défend personne, mais elle tient à faire remarquer que le MPP et tous les partis de sa majorité en dehors du NTD étaient au gouvernement de la transition et siégeaient au Conseil national de transition. Ils ont participé à la rédaction de la charte de la transition qui a gouverné le pays de novembre 2014 à décembre 2015. Ils ont approuvé les mesures aujourd'hui décriées. Ils sont donc co-responsables. Si des éléments existent incriminant les personnalités de la transition, que le gouvernement les publie et procède à leur mise en accusation, autrement, c'est souiller leur honneur par des rumeurs. Tel est le pouvoir qui s'est installé au Burkina Faso le 29 novembre 2015. Dans les paragraphes qui suivent, nous passerons en revue, secteur par secteur, les principales décisions prises par ce nouveau ancien pouvoir au cours des 100 premiers jours. L'analyse sectorielle du travail gouvernemental, la justice, la lutte contre la corruption et l'impunité. Les jugements sur les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques étaient les thèmes de campagne du pouvoir actuel, fustigeant le clan Comporé et l'accusant d'en être le principal instigateur. Une fois installées, les nouvelles autorités, dont les membres sont cités dans certains dossiers, ne semblent plus pressées. Des dossiers emblématiques, issus de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption, ou de la Cour des comptes, mettant en cause des proches du régime actuel, ne sont pas transmis à la justice burkinabé. Le respect de la nouvelle loi de lutte contre la corruption se fait à géométrie variable. En effet, la publication des biens de certaines autorités est toujours attendue. En outre, celles qui se sont soumises à cette obligation ne l'ont pas fait avec toute la transparence qui s'y est. Rappelez-vous ce que le RELAC a dit à ce sujet. Le RELAC, du reste, a déjà relevé ses insuffisances. La nomination à des très hautes fonctions de certaines personnes dont les noms sont cités dans des affaires de malversation foncière et financière ne rassure pas. Des citoyens qui sont cités dans des dossiers en instance à la justice pour détournement de fonds publics sont nommés DAF au sein d'institutions de la République. L'opinion attend de voir des avancées concrètes dans les dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari, les Nébier, Flavien et le juge Salifou Nébier, pour ne citer que ceux-là. Tout comme elle se demande ce que l'on entend pour juger le général de brigade Gilbert Guinguéré et ses complices du coup d'État du 16 septembre afin que la vérité vraie soit enfin connue et que justice soit rendue au peuple burkinabé. La position du pouvoir sur la question des écoutes téléphoniques est tout aussi ambiguë. Le chef de l'État a dit vouloir privilégier la voie diplomatique pour régler cette affaire tout en parlant d'indépendance de la justice. En quoi consiste cette voie diplomatique? Quelles sont les personnes concernées? En matière de justice, l'incarcération des personnes présumées coupables est une mesure d'exception qui ne survient que si l'on craint que l'intéressé ne s'échappe ou ne fasse disparaître des preuves. L'opposition se pose des questions sur la logique qui gouverne les libérations provisoires auxquelles on assiste actuellement. Elle voit en certaines de ces mesures des opérations de blanchiment d'individus dans des perspectives électoralistes et en d'autres l'utilisation de l'arme de la détention comme moyen de chantage ou d'obtention de ralliement politique. La justice prend-elle vraiment ces mesures en toute indépendance? Il faut se la poser. Les militants de la transparence de tous horizons attendent la publication des audits en cours. Les Burkinabés attendent que notre justice se prononce
sur les dossiers en cours, que les responsables soient identifiés et que les coupables soient sanctionnés et que la bonne gouvernance mette fin au règne de l'impunité. De la sécurité, des attentats terroristes. La mise en place poussive du gouvernement a mis à mal le système sécuritaire de notre pays, déjà fragilisé par les attentats passés. Les terroristes ont trouvé là un terreau fertile pour accomplir leur basse besogne. Le cafouillage au sommet de l'État qui a suivi les attentats et les explications vaseuses du ministre en charge de la sécurité attestent ce désordre. N'eût été la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, le bilan aurait pu être plus catastrophique. Tout en renouvelant ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur bravoure, leur professionnalisme et leur sens élevé du sacrifice, l'opposition aurait dit qu'il est urgent que soit créé un ministère plein, entièrement dédié à la sécurité. D'abord, il est difficile de comprendre comment un régime peut, dans le contexte sous-régional actuel, former un gouvernement sans un département pleinement dédié à la question de sécurité. Ensuite, le sitting organisé récemment par le personnel du ministère pour protester contre le fait que leur ministre ne se donne pas le temps pour s'occuper des questions du ministère renforce la position très répandue au sein de l'opinion et même chez certains membres du gouvernement qu'il faudrait scinder le ministère en deux pour avoir un ministère de la sécurité à part entière. Des incendies à répétition à Ouagadougou et ailleurs. Le gouvernement, loin de tirer des leçons de la tragédie de Capuchino et de Splendid Hotel, continue de maintenir le peuple burkinabé dans une espèce de psychose avec ces phénomènes d'incendie à répétition. Aucun résultat tangible dans la lutte contre ce phénomène n'a été obtenu. L'opposition a l'impression que ce silence délibéré, qui privilégie de fait le caractère criminel de ces incendies, cherche à masquer le désarroi du gouvernement et relève une fois de plus de la stratégie du bouc émissaire. Or, ce flou a un impact certain sur la crédibilité sécuritaire de notre pays. Il contribue à présenter le Burkina Faso comme un pays très dangereux, éloignant de ce fait les investisseurs et les touristes. La tragédie de la Semaine nationale de la culture a mis à nu l'incompétence et le manque d'anticipation du gouvernement. Autrement dit, comment comprendre que dans le contexte actuel, des mesures spécifiques n'aient pas été prises pour prévenir, circonscrire et neutraliser l'incendie des stands des exposants de la rue marchande d'une grande manifestation d'envergure internationale telle que la Semaine nationale de la culture. Des Korlowego. Les 100 jours du président du Faso ont été marqués par un regain de tension autour de la question des Korlowego, les groupes locaux d'autodéfense. Le chef de file de l'opposition, en allant s'informer auprès des auteurs de cette initiative locale de sécurité, a pu s'imprégner de l'état d'esprit et des motivations des promoteurs de ces initiatives locales de sécurité, ainsi que de l'état d'esprit de la population sur cette question. Pour l'opposition, c'est l'incapacité de l'État à assurer la protection des personnes et de leurs biens, mais aussi à administrer la justice d'une manière satisfaisante qui a engendré le phénomène des Korlowego. Toutefois, la juxtaposition des deux systèmes de justice pose le problème de l'autorité de l'État. Au lieu d'initier une démarche participative d'encadrement des initiatives locales de sécurité pour une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité, le gouvernement qui a tergiversé s'est lancé dans une opération de récupération politique qui a lamentablement échoué. En opposant les Korlowego aux forces de défense et de sécurité, le nouveau pouvoir a favorisé 1. L'affaiblissement des autorités administratives locales. 2. La défiance de l'autorité de l'État sur tout le territoire. 3. L'humiliation du ministre en charge de la sécurité intérieure par le refus des Korlowego de déférer à ses convocations. La sécurité routière. La circulation routière s'est toujours caractérisée par un désordre monstre qui continue d'engendrer des accidents très souvent mortels, hélas. Le délai fixé par le ministre de la Sécurité afin que les propriétaires de taxis mettent fin à l'utilisation du gaz butane a été repoussé sans communication officielle. Cette prorogation
sans doute pour des raisons électoralistes, est une preuve supplémentaire que la question sécuritaire est sous-estimée des autorités burkinabées actuelles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, qu'en est-il dans le secteur de l'économie nationale, de la gestion de l'économie nationale, de la SCAD au PNDS? Sur le plan économique, le nouveau gouvernement dit vouloir une transformation structurelle de l'économie à travers la dynamisation des secteurs porteurs et le renforcement du rôle du secteur privé. Au plan institutionnel, le Programme national de développement économique et social, PNDS, va remplacer la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD, dont le cycle vient de se terminer. En quoi le nouveau référentiel en matière de politique de développement du pays sera-t-il différent de la SCAD? L'opposition va juger sur pièce. Pour l'opposition, la SCAD est un référentiel de développement élaboré avec la participation de la société civile et des PTF. Pour nous, la question du développement n'est pas une question du nom du programme, mais de son contenu. L'opposition examinera en son temps le PNDS et jugera de son apport qualitatif comparé à la SCAD. De la relance de l'économie. L'économie du Burkina Faso connaît un très fort ralentissement qui découle entre autres de la faiblesse persistante du pouvoir d'achat, du fait que les investisseurs ne font pas confiance à ce gouvernement et l'importance de la dette publique. Mais on attend en vain le moindre plan de relance. Or, s'il y avait bien une priorité que le gouvernement devait attaquer pendant les 100 premiers jours, c'est bien celle-là. Le nouveau régime est malheureusement aux abonnés absents. Le silence du gouvernement sur la question de l'appuyement de la dette intérieure est particulièrement préoccupant. Et le remous provoqué par la mise en application de la plateforme Sylvie, qui n'est d'ailleurs pas une nouvelle trouvaille, sans concertation préalable avec les opérateurs économiques, va accentuer le ralentissement de l'économie, du pouvoir d'achat, des emplois précaires, des salaires insuffisants et une hausse continue des prix de biens de première nécessité posent le problème général du pouvoir d'achat. Le peuple burkinabé, qui a déjà consenti d'énormes sacrifices, attendait beaucoup de nouvelles autorités qui lui avaient fait des promesses démagogiques. Or, quoi de neuf donc pour parer au plus urgent dans la lutte contre la vie chère après 100 jours d'exercice du pouvoir? Rien, absolument rien. Pire, on assiste depuis quelques jours à une flambée des prix des produits de première nécessité, riz, huile, savon, farine de blé, etc. Et même à des pénuries de certains produits sur le marché. Les travailleurs ont raison de réclamer l'application de la loi 081 portant statut des travailleurs de la fonction publique. Et l'opposition les soutiendra dans toute forme de lutte qu'ils viendraient à engager. Réduction du train de vie de l'État. Le nouveau gouvernement dit envisager dès 2016 la rationalisation des dépenses publiques à travers la réduction du train de vie de l'État. Les mesures générales prises à cet effet concernent notamment les baux administratifs, la gestion du parc automobile de l'État, la dotation en carburant, la suppression des lignes de crédit relatives à l'acquisition de véhicules inscrites dans le budget 2016, la vente aux enchères des véhicules usagés de l'État, etc. À cela s'ajoutent des mesures à caractère individuel, comme la réduction des crédits de communication du président du Faso, du Premier ministre, du ministre de la Défense, du ministre chargé de la Sécurité, du ministre chargé des Affaires étrangères, des présidents d'institutions et des autres personnalités ayant rang de ministre. Telles que présentées, ces mesures ont l'air d'être la solution intelligente à la question de la réduction des dépenses publiques. Le problème, c'est qu'elles ne sont ni nouvelles, ni efficaces, parfois non conformes à la réalité. Par ailleurs, elles ont été déjà essayées par le passé. Du régime Compaoré au régime Kaboré, en passant par la transition, les mesures de réduction du train de vie de l'État sont similaires, séduisantes dans les déclarations, mais avec peu d'impact dans les faits. L'actuel régime
n'a fourni aucune information sur les économies qui résulteraient de la mise en œuvre de ces mesures. La volonté de réduction du train de vie de l'État est d'ailleurs contredite par des mesures tendant à augmenter les dépenses publiques qui vont alourdir le circuit de traitement des dossiers qui s'était déjà allongé avec la systématisation des postes de directeur du cabinet. Il en est ainsi de la création de postes de secrétaires généraux adjoints des départements ministériels. Tout le monde aura compris que la création de ces nouveaux postes s'explique uniquement par le souci de caser des militants, des parents, amis et connaissances. La promotion de l'emploi. Le programme présenté par le candidat Roch-Marc Christian Kaboré prévoyait la création de 650 000 emplois sur 5 ans dans les secteurs publics et privés, soit en moyenne 130 000 emplois par an. Dans le secteur public, le gouvernement Thiéba annonce avoir prévu en 2016, dans le domaine de l'éducation, le recrutement de 4 200 enseignants pour le poste primaire, et cette mesure n'est pas nouvelle. Le régime de Blaise Compaoré l'a expérimenté en 1993 et n'a pas permis de résoudre structurellement le problème du chômage. En plus, les nouveaux textes en vigueur de la fonction publique, la loi 081 notamment, ne prévoient plus le statut d'agent contractuel. Ou alors, doit-on s'attendre à une remise en cause de la loi 081 par les nouvelles autorités? Dans le domaine de la santé, le recrutement de 16 000 agents communautaires a été prévu, mais des agents communautaires qui percevront mensuellement 20 000 francs CFA, une somme inférieure au SMIC. La mesure, d'ailleurs, n'est pas nouvelle, car ces structures ont existé depuis 1979, date à laquelle la haute volta d'antan avait adopté les soins de santé primaires comme une stratégie de développement de la santé. Dans le cadre de cette stratégie, 2 agents communautaires de santé sont recrutés par village. Ces 2 nouveaux agents qui seront recrutés vont-ils s'ajouter aux 2 déjà existants? Où est la nouveauté? Dans le domaine des infrastructures, il est prévu également le recrutement de 9 300 jeunes au profit de 49 communes urbaines dans le cadre de la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Il s'agit là encore de recyclage d'une mesure ancienne. En effet, le projet IMO avait déjà été lancé par le régime Compaoré comme solution au chômage des jeunes et prévoyait sur la période 2014-2018 le recrutement de 46 800 jeunes, soit en moyenne 9 360 bénéficiaires par an. C'est ce projet version Kaboré qui vient d'être lancé pour recruter 9 300 jeunes en 2016 au profit de 49 communes urbaines. Déjà, en 2012, 11 000 jeunes des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont été recrutés pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du projet Programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, PSE-JF. Dans la fonction publique, le recrutement au titre de l'année 2016 de 24 035 agents contre 20 494 en 2015. Ces recrutements sont présentés comme des nouvelles mesures de lutte contre le chômage. Il n'en est rien. Il s'agit seulement d'une programmation annuelle de l'État qui a cours depuis plusieurs décennies. En fait, sur la question de l'emploi, on assiste à une vulgaire opération de marketing politique qui ne résout pas fondamentalement le problème du chômage des jeunes. Bien au contraire, on assiste à une politique de précarisation de l'emploi, sans compter que le maniement élastique des critères de certains recrutements, sélection sur dossier par exemple, laisse entrevoir des récompenses à des jeunes opportunistes proches du parti au pouvoir. Dans le secteur privé, le Premier ministre a déclaré qu'il appartenait au secteur privé, qui est le moteur de la croissance économique, de créer les richesses et les emplois décents. Cependant, les Burkinabés attendent toujours les mesures qui permettront au secteur privé burkinabé de pouvoir le faire. Pire, certaines mesures prises par le gouvernement
ont des effets contre-productifs en matière de création d'emplois dans le secteur privé. Dans le domaine de l'auto-emploi, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAPE, a remis le 25 mars 2016 à Ouagadougou des attestations et des chèques allant d'1 500 000 à 5 millions à 30 jeunes promoteurs. Que représentent 30 jeunes dans la masse de jeunes chômeurs au Burkina? Il convient de rappeler que le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE a été créé en 2000 et que le programme de formation en entrepreneuriat PFE a été lancé en 2008. La plupart des bénéficiaires de ces fonds sont aujourd'hui assis sur la courbe de demande d'emploi. Il est inutile de rappeler que ces fameux fonds poursuivent des objectifs inavoués autres que l'emploi. Si au lieu d'innover, les nouvelles anciennes autorités continuent d'utiliser des méthodes décriées de l'ancien régime, c'est qu'elles n'ont rien compris du tout aux aspirations de la jeunesse. Les secteurs sociaux, le climat social. Le climat social est en train de s'alourdir dangereusement. La vie nationale est en effet ponctuée de mouvements d'humeur, des travailleurs, des étudiants, des élèves et des commerçants, et rien n'indique que les choses vont s'arrêter. Les responsables de l'organisation syndicale ont montré leur détermination à accentuer la lutte pour la satisfaction des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Cette brusque montée de la tension sociale est imputable à la mauvaise gestion de certains dossiers et à l'attitude de certains membres du gouvernement. Comme par le passé, l'opposition ne marchandera pas sa solidarité et invitera ses militants à participer à toute initiative que les organisations syndicales seraient amenées à prendre dans le cadre de leur lutte. La santé publique. Dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, les nouvelles autorités ont décidé des mesures suivantes qui seront mises en œuvre dès le 2 avril 2016. Ce sont la gratuité du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité des césariennes, la gratuité des accouchements, la gratuité des soins pour les femmes enceintes. En réalité, dans un premier temps, il s'agira de démarrer des mesures de gratuité dans 3 régions du Burkina, à savoir le centre, les Hauts-Bassins et le Sahel, pendant 2 mois, avril-mai. De plus, elle ne concernerait que les CSPS, les centres médicaux, les CMA, avant qu'elle n'atteigne les hôpitaux de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Puis, une évaluation critique sera faite avant que l'on ne décide s'il faut ou non aller de l'avant. Alors que les uns et les autres pensaient que ces mesures avaient un caractère universel, il est précisé que ne seront concernés que les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes vivant avec une fistule obstétricale et âgées de moins de 20 ans. Entre la couverture géographique qui se rétrécit et les bénéficiaires qui se limitent à des segments restreints de population, la mesure pompeusement annoncée est en train de devenir une coquille vide avant même d'avoir commencé sur le terrain. Cette décision de gratuité n'est pas une mesure nouvelle. En réalité, il s'agit là d'un vieux projet qui a été d'abord expérimenté dans certaines localités du pays, notamment au Tougan et à Cernera, afin d'évaluer les coûts. Puis, il y a eu tout un processus de maturation et les nouvelles autorités ont eu la chance seulement de trouver le projet dans sa phase opérationnelle. Enfin, la notion de gratuité n'a pas été clairement définie. En effet, la gratuité suppose que l'on ne paie ni soins, ni médicaments, ni les examens médicaux. En fait, il ne s'agit pas ici de gratuité, car toute la chaîne des soins n'est pas couverte. Seuls les actes médicaux, césariennes et accouchements, et quelques médicaments sont pris en compte. Pour les médicaments spécialisés, de spécialité et les examens médicaux,
Rien n'est prévu à cet effet. L'éducation. Sur l'ensemble du territoire burkinabé, on dénombre environ 6000 classes sous Payotte, selon Médiateur. Le gouvernement a annoncé son intention d'en normaliser 1000. Cette normalisation est nécessaire, mais elle ne résoudra pas le problème des écoles sous Payotte et elle ne répondra pas à la forte demande d'ouverture de classes, de nouvelles classes. Cette décision est la mise en application de la convention signée par le président Blaise Compaoré à Washington le 7 août 2014 pour l'approvisionnement du Burkina Faso en préfabriqués au profit des écoles et des centres de santé. Il convient aussi de rappeler que les projets tels que la normalisation des 160 écoles sous Payotte, le projet de construction de l'université de Ouara 2, 6 à Goncé, la création d'une université virtuelle avec 13 espaces numériques, la construction des amphithéâtres de 500 places, la construction des bâtiments pédagogiques, des laboratoires, des bibliothèques, des cités universitaires de 4000 lits sont des projets conçus par l'ancien régime et dont les ressources financières sont déjà mobilisées. Sinon, techniquement, ces projets ne sont pas réalisables en 2016. Eau et assainissement. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les nouvelles autorités ont décidé de la réalisation de 1153 forages, 65 adductions d'eau potable simplifiées dans 13 régions et 91 forages aux alentours de la ville de Ouagadougou. Le lancement de ce programme a eu lieu le 31 mars 2016 dans le village de Kouksin, commune de Sourou, province du Boulkiemdé dans la région du centre-ouest. Cette initiative du président Kaboré n'est rien d'autre que la programmation pour 2016 des programmes post-2015 du PNAEPA et du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau PAGIR, qui sont en cours d'exécution depuis plusieurs années. Le ministre en charge de l'eau l'a reconnu, si vous vous rappelez, sur les antennes de la RTB. Des mines et énergie. Les mines. Le gouvernement a procédé à l'annulation de plusieurs permis et d'autorisation d'exploitation. Cette opération ressemble à un règlement de compte avec certains entrepreneurs qui se sont obstinés à ne pas rejoindre rapidement le camp des vainqueurs. L'opposition exige que la désignation de nouveaux détenteurs des permis de recherche et d'autorisation d'exploitation se fasse dans la plus grande transparence. L'énergie. Malgré les promesses faites pendant la campagne électorale par les nouveaux dirigeants du Burkina, les Burkinabés continuent de vivre sous l'empire des délestages intempestifs. Le gouvernement a annoncé avoir signé un contrat de location d'un groupe électrogène à 25 milliards de francs CFA qui ont été ramenés à 8 milliards par le Premier ministre. Cette location présentée comme la solution au délestage. Ce n'est pas la première fois que cette solution est tentée au Burkina Faso. Rappelez-vous, elle a déjà été expérimentée en 2011. N'était-il pas plus pertinent d'acheter en urgence des groupes électrogènes manufacturés en conteneurs d'une puissance totale qui comblerait le déficit actuel? Ce déficit actuel est de 110 MW. Le directeur général de la Sonabel expliquait récemment que le Burkina Faso recevrait 50 à 80 MW de la Côte d'Ivoire, 50 MW du Ghana et 30 MW du Togo. Si vous faites le total, nous sommes au-delà de 110 MW. Si cela est vrai, pourquoi le gouvernement entreprend-il de louer un groupe électrogène à coût de milliards? Conclusion, l'analyse ainsi faite des 100 premiers jours du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré permet de comprendre pourquoi l'opposition parle d'hésitation et de tâtonnement. Ce sentiment n'est pas que celui des politiques. Il est aussi largement partagé par la population. En s'insurgeant contre le pouvoir de Blaise Compaoré en octobre 2014, les Burkinabés aspiraient à voir autre chose.
Ils ont le sentiment désagréable que le vrai changement qu'ils espéraient n'est pas au rendez-vous. À l'évidence, par son comportement, le nouveau ancien pouvoir n'en prend pas la voie. Certes, des mesures ont été annoncées, le plus souvent à un grand fracas de publicité, mais à l'appréciation, on s'aperçoit qu'elles n'ont rien de nouveau. Pire, elles sont la répétition d'un refrain déjà entendu. Le bilan est donc en deçà des attentes légitimes des populations, laissant ainsi les Burkinabés entre interrogation, scepticisme et inquiétude. Notre pays fait face à des défis immenses, mais il n'est pas sûr que ce nouveau ancien pouvoir en ait pris conscience. Le peuple a pu croire que les nouveaux opposants publics d'avant l'insurrection populaire n'avaient pas que pour ambition l'exercice du pouvoir dont Blaise Compaoré les avait sevrés, mais la prise en compte des aspirations profondes et légitimes de la majorité des Burkinabés. Malheureusement, le gouvernement a plutôt servi des effets de communication qui ne pourront pas les convaincre. L'opposition républicaine ressent plus que jamais la grande responsabilité qui est la sienne au moment où les attentes des populations sont plus pressantes que jamais. Dans la nouvelle dynamique qui s'engage, elle mettra tout en œuvre pour accomplir son travail de contre-pouvoir avec détermination, sans passion, mais sans complaisance. Je vous remercie.